Bonjour à tous, merci de votre patience et de votre courage pour venir assister à un atelier par une chaleur pareille, surtout sur un sujet pareil. Parce que dès qu'on parle de traités européens, on sait généralement qu'on s'apprête à passer quelques heures difficiles en ce qui concerne la compréhension de textes parfois un peu compliqués, volontairement compliqués. C'est d'ailleurs le principe des ateliers de lecture, qui sont nés dans la campagne référendaire de 2005, dans l'association qui était à l'époque pour la République sociale, et qui ont pour tâche d'essayer de prendre un texte dans son intégralité, dans sa complexité, et de présenter le texte tel qu'il est, pour qu'on puisse ensemble l'appréhender, se l'approprier, en discuter et construire les arguments qu'on va y opposer lorsqu'il s'agit de textes contre lesquels on va faire campagne. C'est donc ça le principe des ateliers de lecture, d'abord de se former soi-même, en le faisant ou en le lisant, et ensuite de pouvoir le diffuser autour de soi, normalement plutôt en petits groupes que dans une grande salle comme ça, donc je suis un peu désolé des conditions matérielles de l'exercice, ça peut aussi se faire devant une plus grande assemblée, à condition d'avoir un rétroprojecteur pour projeter, ce que je n'ai pas. Donc vous allez devoir faire avec la quelques vingtaine de photocopies que j'ai réussi à faire et qui doivent circuler. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Bien sûr, l'idée, c'est qu'on est aussi entre militants, qu'on est dans un moment où on est censé apprendre, vous, mais moi aussi. Donc le document n'est pas abouti et l'idée, c'est qu'on échange sur la manière dont il peut être plus utile à ceux avec qui on va militer ou vers qui on va se tourner après. Donc n'hésitez pas à intervenir. Comme il y a beaucoup de monde et qu'on a déjà pris un peu de retard, ça va être compliqué de s'arrêter à chaque moment, mais on essaiera de garder au moins le maximum de temps à la fin pour qu'on puisse échanger sur le contenu du traité et aussi sur la manière de faire vivre l'outil. J'insiste sur les deux, parce que c'est pas... l'idée, c'est qu'à la fin, vous repartez et c'est vous qui allez faire campagne avec. Donc on est aussi dans cette position-là. Donc on est là pour parler de ce qui s'appelle le TSCG. Vous en avez entendu parler, vous êtes déjà sûrement une minorité. TSCG, ça veut dire traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. Déjà rien que le titre, normalement vous êtes perdu. Pour faire bref, c'est le traité qu'ont signé Sarkozy, Merkel et 23 autres chefs de gouvernement le 1er mars dernier et qui contient la règle d'or. Jusque-là, à peu près, ça, tout le monde est en mesure de l'expliquer, que c'était le traité que Sarkozy avait fait et qu'il est toujours là alors que Sarkozy est parti. Première petite lumière à allumer. C'est un traité, mais ce n'est pas un traité comme les autres traités européens. Celui-là, il n'a pas besoin que tous les États le signent pour pouvoir s'appliquer. C'est déjà une première nouvelle, puisque tous les États européens ne l'ont pas signé. Il y en a deux qui ne l'ont pas signé, qui sont le Royaume-Uni et la République tchèque. Les autres l'ont signé et ils doivent donc le ratifier pour qu'il puisse entrer en vigueur. Et il peut entrer en vigueur dès que 12 États l'ont ratifié sur les 25 qui l'ont signé. Donc vous voyez que ça peut aller assez vite, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on en est déjà à 10 États qui l'ont ratifié. Sur les 17 de la zone euro, me dit mon camarade placé à ma gauche. Mais ça tient aussi. Le traité, il s'inscrit dans un ensemble cohérent qui est en ce moment dans l'Union européenne, qui est d'imposer des politiques d'austérité avec des manières de plus en plus autoritaires. Ça a commencé avec la Grèce. D'accord, on va vous aider, entre guillemets, mais en contrepartie, vous allez faire ça, et puis vous allez être contrôlé par le FMI, par la Banque centrale, par la Commission européenne. Au début, ça commence pour un pays, la Grèce. Ensuite, ça devient un mécanisme qui est destiné à s'appliquer à tous les pays, avec le mécanisme européen de stabilité. Et puis, comme ça ne suffit pas, eh ben, on va encore plus loin et on dit... On va faire un traité qui va encadrer très fortement, encore plus fortement que ce qui existe, les politiques budgétaires de chacun des pays. Ça, c'est donc le rôle du TSCG. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est là où, globalement, vous avez suivi qu'il y avait la règle d'or. La règle d'or, qu'est-ce que c'est? C'est l'article 3.1a. Vous l'avez normalement sur la petite feuille, je vais vous le lire, comme ça, on pourra suivre ensemble. Donc, le traité dit « Les États s'engagent à ce que les budgets des administrations publiques soient à l'équilibre ou en excédent en termes de recettes et de dépenses. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'administration publique, ça veut dire que c'est l'État, mais que c'est aussi les collectivités locales et la sécurité sociale.
Ce n'est pas seulement le déficit de l'État. Et quand on dit que c'est en équilibre ou à l'excédent, ça veut dire qu'il n'y a pas de déficit. Donc, qu'on doit être à 0% de leur critère de déficit par rapport au PIB. C'est pas 0, c'est 0,5%. Parce qu'ils considèrent que 0, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a des débats aussi économiques sur certaines notions, dont je ne rentre pas dans le détail, comme il n'y a pas le texte, ce serait trop compliqué à expliquer, mais vous l'aurez après. Ça, c'est donc le principe fondamental. Chaque État doit arrêter d'avoir des déficits publics, etc. Les États, en signant le traité, ils s'engagent à ce que cette règle d'or soit inscrite dans leur propre droit national. C'est l'article 3.2 qui dit que ça doit être dans le droit national au plus tard 1 an après l'entrée en vigueur du traité et au moyen de dispositions contraignantes et permanentes de préférence constitutionnelle. Donc on est dans un degré de contrainte qui est très élevé. Ce n'est pas une petite loi comme ça qu'on pourrait éviter, contourner, etc. L'idée initiale, c'est d'être au niveau de la Constitution et donc que toutes les lois qui sont votées soient contraires. On verra que grâce à un tour de passe-passe, François Hollande avait réussi à éviter ça, mais déjà on peut considérer qu'il n'est plus dans l'esprit de ce qu'il a signé. Donc soit il le signe, soit il ne le signe pas, mais s'il le signe, il ferait mieux d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a signé. Enfin, repris de la signature de son prédécesseur. Si cette règle d'or n'est pas transcrite dans le droit des pays, alors il peut y avoir une amende qui peut être infligée à l'État qui refuse, en gros, d'appliquer le traité qu'il a ratifié. Et cette amende peut aller jusqu'à 0,1% de la richesse du pays, c'est-à-dire pour la France, 2 milliards d'euros par an. Déjà, vous n'avez pas voulu respecter la règle qui veut qu'il n'y ait pas de déficit, en plus on vous met une amende. Première absurdité. Mais bon, on n'est pas à ça près avec l'Union européenne, je pense que tout le monde a ça en tête. Et si vous dépassez le 0,5% de déficit qui est autorisé, alors il y a un mécanisme automatique qui doit être créé pour permettre de rattraper, de revenir à l'équilibre. Pour l'instant, il n'est pas arrêté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura un mécanisme qui sera, si le déficit est supérieur, alors la TVA doit être augmentée en proportion pour combler ce qui manque, ou la CSG, ou les dépenses, les salaires des fonctionnaires doivent être baissés de temps jusqu'à ce qu'on arrive à l'équilibre. C'est automatique. Il n'y a pas besoin du vote du Parlement, il n'y a pas besoin de nouvelles lois. C'est, hop, vous êtes au-delà, tac, terminé, ça se déclenche et c'est fini. Alors que normalement, le principe de la République, le principe de la démocratie parlementaire moderne, c'est que sur le budget, sur les impôts, c'est le Parlement, le peuple, par ses représentants, qui doit décider de ce qu'il décide de lever ou non comme impôt et qu'est-ce qu'il fait de l'impôt. Et pas un mécanisme automatique décidé par des juristes et des technocrates ou les conseillers de Bercy ou de la Commission européenne. Ça, c'est la première logique. D'abord, refuser, baisser les dépenses publiques pour arriver au 0% de déficit. Ensuite, réduire la dette à toute vitesse. C'est l'article suivant que vous avez sur la feuille qui dit que normalement, un État qui a une dette trop élevée doit la réduire à 5% par an. Comme ça, on se dit c'est des chiffres, 5%, ça veut dire quoi, 5%, etc. Pour la France, ça veut dire qu'il faut enlever 90 milliards d'euros en une année. C'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. C'est grosso modo 10 points de TVA. Comme si la TVA qui est à 19,6, elle passait à 29,6. Pour réduire la dette des 5%. Excusez-moi, quand vous donnez des chiffres, vous pouvez aller plus lentement parce que à ce moment-là, c'est dans le Oui. D'accord, je vais essayer d'aller plus lentement. Et au pire, il y aura la vidéo qui permettra aussi de reprendre ça avec les documents sous les yeux. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand on n'a pas le document qui permet de suivre. J'en suis tout à fait conscient et bien désolé. Donc, on en était à réduire la dette avec obligation de ce qui représente 2 fois le budget de l'éducation nationale, c'est-à-dire une saignée qui est extrêmement violente, qui est d'ailleurs tellement violente qu'elle ne peut pas s'appliquer autrement qu'avec les méthodes autoritaires qui sont prévues précédemment. Ce n'est pas juste parce qu'ils ont envie de faire de l'autoritaire. C'est parce qu'ils savent que si ce n'est pas autoritaire, on ne pourra pas le faire. Voilà l'un des points premiers. Et ensuite, c'est poursuivre la logique qui est à l'œuvre en Grèce, en Espagne, au Portugal, qui est que quand vous dépassez le déficit ou la dette, alors vous devez faire ce qu'ils appellent des réformes structurelles. C'est ce que le FMI a imposé à toute l'Afrique.
et qui est en gros tout ce qu'on appelle les mesures de réforme de compétitivité, de flexibilisation du marché du travail, etc., qu'on a vu baisser les salaires, supprimer le CDI, et toutes ces choses-là qui font que, soi-disant, après, on est censé aller mieux et l'économie est censée être plus compétitive, alors qu'en fait, tout marche moins bien. Voilà le traité. Dans ce qu'il veut faire. Maintenant, dans sa dimension autoritaire, c'est très simple. Si vous ne respectez pas le déficit, la limite de déficit, vous avez cette sanction de la Cour européenne de justice, cette amende dont j'ai parlé tout à l'heure, de 2 milliards d'euros. Et sinon, vous avez la Commission qui peut infliger des recommandations et des sanctions qui sont quasi automatiques, puisqu'elle décide, elle dit « cet État ne respecte pas les règles, je vais le sanctionner ». Et pour pouvoir s'opposer à ces sanctions, il faut que l'État en question soit soutenu par une majorité d'États pour pouvoir s'opposer à la Commission. C'est le monde à l'envers. Normalement, la Commission devrait arriver et dire « cet État ne respecte pas les règles, je propose qu'on le sanctionne, qu'est-ce que vous décidez ?» Et si une majorité veut sanctionner l'État, alors déjà ce serait une atteinte à la souveraineté nationale, mais bon, après tout, si on a décidé démocratiquement de transférer cette idée, ça pourrait éventuellement se concevoir. Mais là, on est dans un truc qui est encore plus violent, qui est en gros, les sanctions s'appliqueront tout de suite dès que la Commission aura décidé, pour faire bref. Ça, c'est les articles 7 et 8, les sanctions, etc. Vous avez aussi les extraits sur vos feuilles de papier. Je ne les lis pas pour que ce ne soit pas trop fastidieux pour vous. Voilà les éléments. Ce traité, je vous ai dit que pour entrer en vigueur, il devait donc être ratifié par 12 États sur les 17 de la zone euro. La France seule ne peut pas empêcher qu'il s'applique aux autres. Par contre, tant qu'elle ne l'a pas ratifié, elle, il ne s'applique pas à la France. Donc c'est pas vrai que le coup de « mais vous allez pas, on va bloquer l'Europe » comme ils nous ont fait en 2005, si on vote non, là ça marche pas. Vous voulez votre traité? Bon, bah nous on est triste pour les peuples des autres pays, mais nous on n'en veut pas, on l'applique pas et vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre coin. Déjà, il y a un argument là qui tombe. La France peut décider de ne pas appliquer le traité. Attention, ils sont malins. Elle peut le faire jusqu'en 2018. À partir de 2018, elle devra l'appliquer. Mais au moins, on a quelques années où on peut respirer, et où on peut mener la bataille et essayer de déconstruire ce texte et d'aller trouver des alliés ailleurs si on refuse de le ratifier. Voilà l'idée. Pourquoi il faudrait s'y opposer? Parce que je vous ai parlé de la Grèce, de l'Espagne, mais il y en a qui se disent... En 2018, qu'on les ratifie ou non, il s'applique en France. En 2018, il s'applique à tous les États de l'Union européenne, qu'ils l'aient ratifié ou pas. Il est transposé dans le texte, il est transposé dans les traités de l'Union européenne tels qu'ils existent déjà. Est-ce que ça signifie qu'il s'appliquera au Royaume-Uni? Normalement, oui. Donc pour la France, c'est normalement oui aussi. Il y a quand même un problème là, de base. Il y a un problème de base, mais pour l'instant, ils se sont dit d'ici 2018, on les aura convaincus qu'il faudra le ratifier. L'article 16 dit que dans un délai de 5 ans, les mesures nécessaires sont prises afin d'intégrer le contenu du présent traité dans le cadre juridique de l'Union européenne. Mais s'il vous plaît, à ce moment-là, je veux dire que on peut le déclarer constitutionnel puisqu'il n'est pas dans la Constitution, il ne sera pas ratifié par la Constitution. Alors, je viens sur l'histoire de la Constitution un peu après pour expliquer ce qui s'est passé cet été, etc. C'est le fait que Sarkozy est signé qui fait que ça s'applique en 2018. C'est le fait que la France est dans l'Union européenne et qu'à partir de 2018, ce traité devra être un traité de l'Union européenne et donc soit on sort de l'Union européenne, soit on accepte le traité. Pour faire bref. C'est plus technique, hein, c'est plus compliqué, etc. Mais l'idée, c'est ça. C'est dans le traité. Donc ça a été signé par Nicolas Sarkozy. Est-ce que tu as lu dit les mesures nécessaires seront prises? Oui. Ça ne veut pas dire qu'elles pourront l'être. Parce que quand même, pour faire un traité européen de l'Union européenne, il faut l'unanimité. C'est technique. Les mesures seront prises pour qu'il entre dans le cadre juridique de l'Union européenne, pas forcément dans le traité de l'Union européenne. Il peut être intégré dans une directive qui, elle, s'applique automatiquement, ou dans un règlement européen qui, lui, s'appliquera directement.
C'est déjà le cas. La Commission travaille déjà sur les règlements six-pack et two-pack, très compliqués, donc je ne vous rentre pas dans le détail, mais qui sont déjà la traduction législative de ce que contient le traité pour pouvoir l'imposer et lui donner un cadre juridique autre après. Et dans le cas où on a un gouvernement qui est en 2018 qui est contre ça, quel pouvoir a la Commission? En exécutif, ils ont quoi comme pouvoir en fait? Bah là, le pouvoir que le gouvernement en question voudra bien lui laisser. S'il lui dit de toute façon votre traité je ne l'appliquerai pas, je ne payerai pas les amendes et allez vous faire voir, la Commission elle n'aura pas le choix de dire autre chose. Mais elle parie sur le fait que ce sera toujours entre gens de bonne compagnie comme ils le sont maintenant dans l'Union européenne, quoi, des sociaux-libéraux ou des libéraux tout court. Il y a une raison au choix de 2018 Aucune. C'est une date. C'est dans 5 ans. Voilà. Donc l'idée de départ de ce traité, c'est limiter le déficit et forcer à réduire la dette. La dette. En contrôlant les emprunts. Voilà l'état d'esprit du traité. Pourquoi on s'y oppose? Pourquoi on s'oppose à l'interdiction du déficit et donc en fait à réduire, à contracter les dépenses publiques? Parce que ça ne marche pas. D'abord parce que ça n'est pas applicable. Le traité de Maastricht a été voté, soi-disant, on ne peut pas avoir plus de 3% de déficit. Au moment de la crise de 2008, tous les États européens étaient au-dessus de 3%. Et le traité a continué à exister, l'euro est toujours là. Et le monde ne s'est pas écroulé. Donc leur truc, là on va durcir encore une règle qui n'est déjà pas respectée. Leur truc marche sur la tête. C'est pas cohérent, ça ne marche pas. C'est autoritaire, mais c'est absurde. Premièrement. Deuxièmement, réduire les dépenses publiques est quelque chose de criminel, cruel et absolument antisocial et anti-économique. On le voit par exemple, situation de la Grèce. 9 plans d'austérité. La dette est 25% plus élevée qu'au début de la crise. Le chômage a doublé, le nombre de suicides a explosé, etc. Et la Grèce est aujourd'hui plus en difficulté qu'elle l'était avant les mesures d'austérité. Pareil en Espagne. Le chômage a doublé, la dette a augmenté de près de 20%, le pays est en récession, etc. Portugal, même chose. Le chômage a doublé, enfin pas doublé mais fortement augmenté, le pays est en récession, etc. Et pour la France, si on voulait appliquer cette règle de 0,5% de déficit, il faudrait enlever plus de 70 milliards d'euros en une année. C'est-à-dire donc plus que le budget de l'éducation nationale et près de 10 points de TVA, c'est-à-dire passer la TVA à 29, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui est d'une cruauté et qui va forcément, c'est autant d'argent que les gens ne peuvent plus consommer pour vivre ou pour financer des investissements, donc l'économie se contracte, donc il y a moins de recettes fiscales, donc la dette se creuse, donc soi-disant il faudrait encore plus d'austérité, donc il y a encore moins d'activité, et c'est la spirale, le cercle vicieux, la vis sans fin qui fait qu'à la fin tout le monde est mort, mais soi-disant il est censé plus avoir de dette, or elle aura augmenté. Voilà l'idée. Voilà pourquoi on est contre. Leur politique, ce traité, il vise à aller encore plus loin dans la politique qui est déjà appliquée. Là encore, ne nous dites pas c'est pour dans 10 ans, c'est déjà en train de s'appliquer. L'idée, la logique, pas forcément le traité. Or, la zone euro est déjà en récession. On a déjà des taux de chômage qui sont très élevés. On a déjà des entreprises qui ferment par milliers. Ça va déjà mal. Et avec votre traité, ça ira encore plus mal. Donc ne venez pas nous faire le coup de « il faut être réaliste, soyez gentils, ça va s'arranger, etc. » Non, ça va de plus en plus mal. Leur truc ne marche pas. Ça, c'est aussi un argument qu'il faut matraquer. C'est nous qui sommes les réalistes. Ce qu'on dit va marcher. Ce qu'ils font ne marche pas. Ce n'est pas nous les idéalistes. C'est eux qui vivent dans le monde irréel. Voilà, premièrement, une règle absurde, une règle cruelle, inefficace et une logique autoritaire qui doit... Alors pourquoi ? Mais pour nous mettre à genoux. Parce qu'en réduisant les dépenses publiques, vous libérez des activités dont vont s'emparer les secteurs marchands. Vous limitez
le rôle de l'enseignement public, et vous avez Academia, machin bidule, etc. qui vient. Vous limitez le rôle, vous voulez réduire le déficit de la Sécu, donc vous déremboursez les médicaments, vous faites le forfait hospitalier, le machin, le truc, et hop, l'assurance arrive. Donc le secteur privé. Et c'est comme ça, l'idée c'est de faire... Le logement c'est pareil. Les retraites c'est pareil. Vous avez moins de pensions parce qu'il faut, vous n'arrivez plus à avoir les conditions qu'il faut pour avoir une retraite. Donc bah, payez-vous votre complémentaire retraite si vous pouvez. Puis sinon, bah, tant pis pour vous. Donc cette idée c'est celle-là. C'est qu'en gros, pour faire un peu d'économie basique, les capitalistes ont beaucoup perdu dans la crise de 2008 et pour se remplumer, ils ont besoin de gagner de nouveaux secteurs à mettre sous leur coupe. Je le dis schématiquement, c'est pour que ce soit bien compréhensible rapidement par tout le monde. Voilà l'idée. Pour faire ça, comme tu l'as dit, à quel moment ça pète? On sent que ça ne va pas être populaire, donc il faut contraindre. C'est ce qu'on disait sur l'autorité. Contraindre les États. La souveraineté des États, bafouée. La souveraineté des peuples, bafouée, puisqu'à aucun moment, ils sont même censés, il peut y avoir des mécanismes d'impôt qui se décident automatiquement sans que les... C'est quand même pour ça que les premières révolutions ont eu lieu. 1789, les États généraux, c'est pour savoir s'il faut augmenter les impôts. Aux États-Unis, la révolution, la fin du XVIIIe siècle, c'est aussi sur comment on fait pour savoir qui paye les impôts. Le droit du peuple à décider lui-même de ce qu'il paye et ce qu'on fait après de l'argent. Donc on est là au cœur de la logique contre la démocratie elle-même. D'ailleurs, si vous voulez un exemple, la règle d'or, il y a des pays où ça a été appliqué. Le Portugal de Salazar, le Chili de Pinochet, voilà, bon, il y a aussi l'Allemagne de Merkel, hein, mais c'est aussi, enfin voilà, on peut essayer de faire autre chose qu'être comme le Chili de Pinochet ou le Portugal de Salazar. Ça pourrait être un horizon un peu digne pour le début du XXIe siècle, pour soi-disant l'Europe de la paix, de la prospérité, de l'amitié des peuples et tout ça. Mais non. Bon, voilà donc la situation. Le traité, il existait. Sarkozy l'avait signé au mois de mars. Là-dessus arrive François Hollande. Que se passe-t-il? Qu'avait-il promis? Là encore, atelier de lecture. Nous ne faisons pas un procès d'intention, nous lisons les textes. Ça s'appelle « Le changement, c'est maintenant, mais 60 engagements pour la France ». C'est le petit livret, là, vous avez dû le voir. Engagement numéro 11. Je veux réorienter la construction européenne. Je proposerai à nos partenaires un pacte de responsabilité, de gouvernance et de croissance. Je renégocierai le traité européen issu de l'accord du 9 décembre en privilégiant la croissance et l'emploi et en réorientant le rôle de la Banque centrale européenne dans cette direction. Je renégocierai le traité européen. C'est pas compliqué. Renégocier, ça veut dire qu'on prend quelque chose, on en rediscute, et normalement, à la fin, il y a quelque chose qui est différent. Eh bien, pas là. Vous avez le même traité. Il n'a pas changé d'une virgule. D'ailleurs, au sommet fin juin, ils n'en ont même pas parlé. Et pour cause, le traité, il était signé. On n'allait pas... Et il y avait déjà des pays qui avaient commencé à le ratifier. On n'allait pas leur dire, bon, on recommence tout. Non, maintenant, vous l'avez signé, soit vous le ratifiez, soit vous ne le ratifiez pas, mais c'est votre affaire, venez pas nous embêter avec ça. Donc, le traité, il est là. Et d'ailleurs, à l'issue du sommet, François Hollande lui-même, je souhaite que soient soumis au Parlement toutes les décisions concernant l'Europe, le pacte de croissance, la supervision bancaire, la taxe sur les transactions financières et le pacte budgétaire, c'est-à-dire le traité en question qu'il proposait de renégocier, parce qu'il y a une cohérence. Donc c'est pas vrai, il n'a pas renégocié le traité, il est toujours là. Donc sur ce coup-là, sur beaucoup de choses, il fait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais sur ce coup-là, il ne fait même pas ce qu'il avait dit. Il s'est donc rallié au traité budgétaire. Et pour habiller tout ça, il dit « Oui, mais il y a le plan de relance, vous savez, européen, on va faire 120 milliards, comme ça, on va relancer l'activité, et donc ça équilibre avec l'austérité qu'il y a dans le traité. » D'abord, soit on augmente, soit on fait de la relance par la dépense publique, soit on réduit les déficits. Mais faire l'équilibre entre les deux, c'est un peu bizarre. C'est même franchement absurde. Et ensuite, le pacte, pardon, mais on se moque de nous. Le pacte, il avait été proposé par des dirigeants de droite au sommet où ils ont signé le traité. Donc c'est pas François Hollande. Et quand bien même on veut vraiment discuter du soi-disant pacte sur la croissance, discutons-en. 120 milliards, c'est même pas 1% du PIB de la zone euro. Pour prendre un exemple, le Brésil, la semaine dernière, a fait un plan de relance qui fait
quasiment 3 fois plus. Donc venez pas nous dire que vous avez fait le plan de relance qui va sauver l'Europe. Même le Brésil, ils font 3 fois plus, alors qu'ils sont quand même bien moins riches que nous. Donc il y a un moment où il faut arrêter de raconter des histoires. Vous avez accepté le traité et vous avez essayé de l'habiller pour faire semblant de faire croire que vous aviez fait quelque chose. Bon, bah vous feriez mieux de dire on a changé d'avis sur le traité, maintenant il faut le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va le ratifier, ce serait plus honnête. Nous, on dit ça, bon, on dit rien, hein, on est gentil. Donc ils veulent ratifier le traité. Là-dessus, il fallait demander l'autorisation du Conseil constitutionnel français. Est-ce qu'il faut modifier la Constitution ou pas pour pouvoir ratifier ce traité? Pour le traité de Maastricht, pour le traité d'Amsterdam, pour le traité constitutionnel européen et pour le traité de Lisbonne, le Conseil constitutionnel avait dit il faut changer la Constitution avant de pouvoir réviser le traité parce qu'il y a des transferts de souveraineté de l'État français, de la nation française, du peuple français vers les organismes européens qui sont importants. Là, le 9 août, c'est-à-dire quand tout le monde était en vacances, le Conseil constitutionnel a dit quelque chose qui est assez bizarre. Globalement, si vous voulez ratifier le traité, il n'y a pas besoin de réviser la Constitution. Parce qu'en fait, il fait qu'aggraver ce qui est déjà dans le traité de Maastricht. Il l'aggrave, mais il ne change pas les principes. Donc comme on a déjà accepté les principes, maintenant on peut aller aussi loin dans le tour de vis. Comme on a accepté qu'il fallait limiter le déficit à 3%, on peut maintenant le limiter à 0,5 sans revenir sur la Constitution. Quand même assez particulier comme raisonnement. Mais il y a pire, sur la règle d'or. Il dit, si vous voulez vraiment appliquer le traité, donc les dispositions contraignantes, permanentes, de préférence constitutionnelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, alors il faudrait réviser la Constitution. Donc là, on se dit, bon, bah c'est bon, on a gagné, on va y avoir un débat sur la Constitution. Eh ben non, parce qu'il y a un mais. Le Conseil constitutionnel dit, mais c'est de préférence constitutionnelle. Et en droit français, il y a quelque chose qu'on appelle des lois organiques, qui sont entre la Constitution et la loi toute simple, et qui en gros précisent la manière dont la Constitution est mise en œuvre dans le débat parlementaire. C'est essentiellement des questions de procédure et de règles de fonctionnement des institutions. Et donc il dit, si vous voulez, vous pouvez mettre la règle d'or dans une loi organique, et ce sera presque comme si on l'avait mis dans la Constitution. Et déjà, vous avez des... Donc ça, c'est ce qui a été dit, et donc c'est ce que François Hollande veut faire, parce que ça lui évite d'avoir à changer la Constitution, où il faut une majorité beaucoup plus compliquée à obtenir que pour faire une loi organique qui relève une majorité plus facile à avoir dans les assemblées. Il y a déjà des juristes qui disent, attention, à faire une loi organique, peut-être que la Cour européenne de justice va nous dire, vous ne respectez pas le traité, et qu'on va quand même se prendre l'amende. Parce que comme il ne veut pas faire le contraire de ce qu'il avait dit, il est prêt en gros à ce que la France soit pas très claire sur sa parole. Quand même un comble. Président de la République. Soit tu as signé ton traité, bah, tu acceptes dedans, tu mets dans la Constitution. Soit tu es contre et tu refuses dès le début. Mais tu fais pas peut-être d'un oui, peut-être d'un non. Parce que c'est un traité, ça engage la France, sa parole, sa signature, et quand même, ça donne une sacrée image de ceux qui nous gouvernent. Bon. Mais lui, ça l'arrange parce que ça permet de faire passer plus facilement. Il y aura juste besoin d'une loi toute simple, majorité à l'Assemblée, simple à l'Assemblée nationale pour ratifier le traité. Il faudra aussi une majorité au Sénat, mais même s'il ne l'a pas, il pourra s'appuyer sur l'Assemblée pour passer outre le vote du Sénat. Donc ça, et voilà, facile, majorité simple. Ils ont déjà 300 et quelques députés socialistes à l'Assemblée qui sont prêts à appuyer sur un bouton. Et pour la règle d'or, ils feront donc une loi organique qui est un peu plus compliquée à obtenir puisqu'il faut là avoir une majorité absolue des députés à l'Assemblée, c'est-à-dire 289 députés. Mais comme ils ont déjà 300 et quelques députés, de toute façon, ils peuvent se passer de nous. Alors que s'il avait fallu réviser la Constitution, bah, ils n'avaient pas les 3/5 qu'il fallait au Congrès. Et soit il fallait qu'ils demandent à la droite de les aider, soit qu'ils passent au référendum. Remarquez, demander à son opposition de l'aider pour faire passer un traité européen sans référendum, ça rappelle peut-être l'épisode 2008. C'est ce que Sarkozy avait fait avec l'aide du Parti socialiste. Le Parti socialiste à l'époque, il était dirigé par M. François Hollande. Et le président du groupe socialiste à l'Assemblée, c'était M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre.
Donc ils auraient sûrement pu trouver un arrangement. D'ailleurs, vous verrez que la droite va voter la règle d'or sans problème et le traité en disant merci Monsieur le Président, Monsieur le Président Hollande, de ne pas avoir touché à ce que Monsieur Sarkozy avait fait. Comme ça, on peut faire passer notre traité. Vous êtes bien brave, merci. Voilà ce qui va être fait. Ça, le calendrier. C'est pour ça que c'est la rentrée. Le calendrier, c'est présentation du projet de loi en Conseil des ministres, a priori le 19 septembre. Et vote au Parlement, soit le 1er, soit le 8 octobre. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent avoir fini le plus vite possible, et surtout avant leur congrès du Parti Socialiste, pour pas que ça vienne un peu tourner en rond là-dedans. Donc ça veut dire que nous, on a jusqu'au mieux 1er octobre pour faire campagne. Donc en rentrant, vous appelez vos partenaires du Parti communiste, enfin je dis ça, vous faites comme vous voulez, hein. Mais vous dites, est-ce qu'on pourrait faire, parce qu'on est d'accord dans le front de gauche là-dessus, il n'y a pas de problème, allons-y, profitons-en, et puis c'est une question grave. Faisons l'Assemblée citoyenne de rentrée, allez, ce sera sur le traité européen, ou alors, je ne sais pas moi, la rentrée de nos élus, ou la rentrée de qui vous voulez, ou alors on fait des petits ateliers, ce qu'on ne peut pas faire là parce que c'est un peu compliqué, par petits groupes de 5-6, chacun prend le texte, le lit, ah bon, mais qu'est-ce que tu as compris? Et ça veut dire quoi? Mais je ne comprends rien, c'est normal, c'est fait exprès. Et comme ça, vous avez le texte sous les yeux avec les documents qu'on va mettre sur le site, que vous aurez, et vous pourrez expliquer à vos amis, à vos voisins, etc. On a fait un petit document qui est sous format PowerPoint, donc vous pouvez le projeter, et vous pouvez aussi l'envoyer par mail. L'idée, ça se diffuse. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on en discute de la forme, de ce qui est utile, etc., pour pouvoir voir comment on l'utilise. Oui. Oui, je voudrais dire quelque chose, parce que je suis récemment tombée sur un document mis au point par le parti de gauche Pyrénées-Orientales, qui est formidable sur la naissance du capital à travers les colonisations. Et on s'aperçoit à ce moment-là que ce que nous vivons maintenant, c'est exactement la même chose. C'est une colonisation de l'Europe. Et nous sommes les Noirs, les Fellahs, tout ce que vous voulez. Vous dites qu'ils sont cruels, mais comment ces colonisations ont traité les peuples à travers l'histoire comme nous serons traités. Il y a ça, vous voyez, il faut quand même voir en face ces manœuvres qui se passent. Alors comment agir? Bon, je ne sais pas, mais il faut avoir conscience de ce qui se passe. À l'époque, les colons qui arrivaient en Amérique du Sud, ils prenaient les gosses, ils les donnaient à bouffer à leurs chiens qui avaient faim, etc. C'est cette espèce de cruauté, d'absence d'humanité qui se développe sous une manière qui, pour eux, est beaucoup moins coûteuse qu'une guerre. Elle passe par des directives, etc. Voilà, tout simplement. Et ce dossier, je l'ai trouvé très intéressant. Cette idée que les peuples sont dépossédés de leur souveraineté, de leur capacité à décider eux-mêmes, par des institutions européennes, c'est ce que disait Alexis Tsipras quand il est venu à Paris et qu'il expliquait maintenant Merkel voudrait que la Grèce devienne un protectorat allemand. Quand on sait que l'Allemagne n'a toujours pas payé la dette de guerre, enfin la dette des nazis qu'elle a à l'égard de la Grèce, et que vous avez quelqu'un qui fait 25% en Grèce qui en est à parler de protectorat allemand sur la Grèce, ça vous donne une idée de la tension et de la haine, du rejet que peuvent provoquer ces politiques. C'est ces politiques, c'est pas soi-disant l'Europe de l'amitié et entre les peuples. Tout ce qu'elle arrive à faire, c'est à dresser les peuples les uns contre les autres. Ceux qui soi-disant seraient des fainéants pendant qu'il y en a qui travailleraient beaucoup, alors qu'en fait tout le monde est exploité de la même manière, que ce soit les salariés allemands mal payés ou les travailleurs grecs aussi mal payés et de plus en plus mal payés, etc. C'est de monter les gens les uns contre les autres et surtout pouvoir continuer dans leur coin. Nous, ce qu'on doit faire, c'est expliquer qu'il faut se rassembler, se regrouper, etc. Ouais. Je voulais juste savoir, parce que j'ai une intuition autour de ce qui s'est passé en 93, l'accord de l'OMC autour de l'AGCS, l'accord général sur la privatisation de tout ce qui est les services publics et les collectivités. J'ai l'impression quand même qu'autour de ce qui se passe avec le mécanisme de stabilité, c'est une façon de mettre l'accélérateur sur toute cette privatisation des services, des collectivités et du patrimoine des États. Je reprends ce que tu dis. Comme je vous l'ai présenté, le traité, c'est peut-être un peu aride. Aller expliquer aux gens sur le marché, alors que ce qui les intéresse, c'est le prix du loyer, le prix de l'essence, le prix des légumes et le salaire à la fin. Si vous venez leur parler, article 3, 1, 2, machin du TSCG, je comprends, ils vont nous dire, allez, tu m'embêtes, voir ailleurs. Ça ne veut pas dire que nous, il ne faut pas faire le travail de bien comprendre de quoi on parle.
Et puis, il y a des gens que ça va intéresser. Ah bon, souvenez-vous, en 2005, quand le texte intégral du traité, il avait été publié. Au début, on s'est dit, enfin, ils ont dû se dire à l'humanité, mais pourquoi on publie ça? On est fous, quoi. On va s'embourber des pertes financières parce qu'on n'arrivera pas à le vendre. Résultat, ils en ont vendu des milliers et des milliers. Il ne faut pas négliger l'idée que les gens ont aussi envie de comprendre. Mais il faut aussi que nous, on soit en mesure d'expliquer comment concrètement ça va changer leur vie. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la Sécu et les complémentaires santé, ou les retraites et les complémentaires retraites, ou les cours privés. Il faut qu'on arrive à expliquer avec des exemples. Alors, vous en avez donné quelques-uns, mais vous en avez sûrement plein d'autres. Et puis localement, il y a des choses qui se passent. Et là, il faut que tous ensemble, on arrive à rendre concret l'austérité. Ce n'est pas juste un mot d'ordre général et puis derrière, le truc qui s'écroule. Charlotte, là-bas, et puis... Ouais, moi, j'avais deux points. Une petite précision là, concernant le calendrier et puis la procédure qui nous attend dans le cadre de la campagne que vous voudrez mener. Il y a, si c'est une loi organique qui est décidée, il y a aussi une étape qui est le contrôle par le Conseil constitutionnel, qui est un contrôle systématique, alors que pour les lois, ce n'est pas un contrôle systématique. Et du coup, est-ce que ça constitue aussi une étape à prendre en compte dans le calendrier, puisque le vote au Parlement sera insuffisant pour valider... Enfin, il va falloir qu'il y ait un contrôle du Conseil constitutionnel juste avant le... C'est vrai. C'est vrai. Donc les lois organiques sont automatiquement transférées au Conseil constitutionnel pour être vérifiées dans leur conformité avec la Constitution. Il n'y a pas besoin que des parlementaires le saisissent. Il se saisit tout seul. Mais comme c'est déjà dans sa décision, voilà, en gros, il a dit oui par anticipation. Dans la décision, il a dit on peut faire une loi organique. Donc vraisemblablement, il dira c'est bon, quoi. Mais c'est vrai que ça peut permettre de gagner une semaine ou deux pour faire vivre une campagne, etc. Il y aura la fête de l'UMA juste avant cet épisode-là, donc il y en a de quoi faire, etc. Voilà. Deuxième chose, ça concerne les arguments qu'on va utiliser dans le cadre de la campagne. Si on nous renvoie l'argument, mais tout ça pour ça, est-ce qu'on ne peut pas sortir de l'Europe? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on répond face à cette hypothèse de la sortie, sachant qu'elle va irrémédiablement venir sur le tapis et que je crois que dans le front de gauche, il y a peut-être des discussions sur le sujet. Ça, c'est une question qui est plus large que le seul traité. Je sais qu'il y a plein d'ateliers sur l'Europe aussi demain dans la partie front de gauche des estivales, donc c'est un débat qui va se poursuivre. Déjà, il y a quelque chose de simple, c'est qu'on peut décider que nous, on est de gauche, donc on est internationaliste. Donc ce traité, on pense qu'il est mauvais pour l'Europe. On peut dire aux copains grecs, espagnols, bon, bah débrouillez-vous, nous, on s'en va. Mais franchement, je sais pas, moi j'ai une chanson de Jean Ferrat qui dit la France... qui donnait au peuple étranger le vertige, etc. Enfin, il faut aussi qu'on tienne notre rang, on ne peut pas dire débrouillez-vous. Et puis après, ce traité, on peut déjà dire que nous, on n'en veut pas. Mais pour utiliser ça, pour après expliquer qu'on n'en veut pas pour les autres non plus. Parce que si on fait ça, d'accord, nos premiers partenaires commerciaux, économiques, culturels, etc., c'est l'Europe. C'est les voisins, l'Allemagne, etc. Quand ils se seront écroulés, il y a l'économie, les exportations. Mais quand vous aurez des pays comme l'Espagne ravagés, etc., tous les étudiants qui vont en Erasmus en Espagne, ils iront où? Déjà, là, les Espagnols, ils s'en vont de leur pays. C'est pas seulement économique, c'est aussi culturel, linguistique, humain, parce qu'il y a plein de... Voilà. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut qu'on arrive à articuler. Pourquoi nous, on n'en veut pas pour nous, et aussi pourquoi on n'en veut pas pour les autres. Mais il faut que le débat aille au-delà du seul traité, à mon avis. Il y a deux intervenants, je ne sais pas dans quel ordre, peut-être celui qui est au fond, parce que toi, je ne t'oublierai pas. Je voudrais faire un peu le bonnet, mais tu parles de mesures contraignantes pour revenir à l'équilibre. Est-ce que les mesures contraignantes, ça ne pourrait pas être une fiscalité sur les bénéfices des entreprises, une fiscalité sur le revenu? Et du coup, est-ce que ce traité ne pourrait pas être le prétexte pour ce genre de choses? C'est un gros bonnet. Hein. C'est une très bonne question. C'est vrai, il a raison. La question, c'est le mécanisme automatique pour corriger le déficit. En gros, j'ai dit que ça pourrait être une augmentation de la TVA ou une baisse de salaire des fonctionnaires, et le camarade demande mais pourquoi ce ne serait pas en gros une augmentation des impôts sur les entreprises ou sur les riches? On peut aussi décider que tant qu'il y a du déficit, bah, on augmente l'impôt sur la fortune de ce qu'il faut pour combler le déficit. Bon,
C'est possible, mais il n'y a rien qui l'interdit. Mais c'est quand même écrit que c'est la Commission européenne qui va définir les principes communs des mécanismes. Donc, je pense que sans être naïf et sans faire de procès d'intention, on peut dire que ça ne va pas aller dans ce sens. Mais tu as raison, on peut poser la question. On pourra continuer après à débattre au moment où ils vont définir le mécanisme. On pourrait proposer un mécanisme particulier. C'est-à-dire l'harmonisation sociale et fiscale. Oui, enfin pour combler le déficit immédiatement, c'est un peu plus compliqué. Oui. Camarade qui est là. Deux courtes questions. Lève-toi pour que les autres t'entendent. Ouais, mais bon, je peux parler fort. Oui, alors. T'es toi. Comment Le bon camarade. Bon, je voulais juste savoir, il semblerait que pour faire avancer les idées de la France, parce que je pense que Hollande est dans un entre-deux et qu'il n'a pas encore tout choisi, même si il nous semble que continuellement on entend c'est l'Allemagne. Alors, est-ce seulement l'Allemagne? J'aimerais savoir. Et puis surtout, de quels moyens de pression dispose l'Allemagne? Est-ce que c'est simplement la pression financière? Moi, ça me paraît important parce que on peut éventuellement, on ne peut pas comprendre si c'est l'Allemagne, que l'Allemagne à elle toute seule puisse diriger l'ensemble de l'Europe. Il y a un problème, y compris un problème grave. Si l'Europe fonctionne avec une domination d'un pays... Alors, c'est là où il faut essayer d'être précis. C'est pas l'Allemagne. En Allemagne, quand le TSCG a été soumis au Parlement, nos camarades de Die Linke, et même quelques sociodémocrates, pas nombreux je vous rassure, l'ont refusé. Donc il y a aussi des Allemands qui sont contre. Par contre, le gouvernement allemand, de droite, conservateur, et les sociodémocrates allemands, qui depuis Schröder ont montré qu'ils étaient parfois pires que la droite, sont pour ce type-là d'Europe. Mais ce n'est pas que le traité, ils ne l'ont pas signé tout seul. Il y a 25 pays qui l'ont signé, avec à leur tête soit des membres du Parti socialiste européen, soit des membres de la droite européenne. Donc c'est tous les dirigeants européens de droite, libéraux et sociolibéraux. Donc le problème, ce n'est pas les Allemands, c'est les libéraux et les sociolibéraux. C'est comme ça qu'il faut présenter... C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, le but final, c'est pas d'assurer de ce traité, c'est pas d'assurer à l'Allemagne le contrôle de tous les autres. C'est de rendre des parts de marché aux marchands sur certains secteurs, en organisant la réduction de l'État. C'est d'abord de redonner du souffle à des entreprises capitalistes et d'offrir de nouveau des privatisations, comme en Grèce, des déréglementations, etc. C'est vraiment comme ça qu'il faut amener la chose. Et c'est vrai que le gouvernement allemand, parce que c'est le pays le plus peuplé d'Europe, parce que c'est le pays qui, par les marchés, soi-disant, est celui qui rassure le plus, etc., profite de cette situation pour imposer un leadership. Mais quand Mario Monti, ou même l'autre, là, l'espagnol, comment il s'appelle? Rajoy. Au dernier sommet européen, ils ont dit bah, nous, on veut ça, ça, ça et ça pour nos pays, sinon votre pacte de croissance, on ne signe pas. Madame Merkel a été obligée de céder. Dans la nuit, avant de rentrer au Parlement, où elle s'est fait plus ou moins secouer par ses propres parlementaires qui ne lui avaient pas donné l'autorisation d'aller aussi loin. Donc c'est aussi la preuve que quand on veut résister, on peut. Et en gros, les libéraux, les conservateurs allemands ne sont forts que des faiblesses sociales, politiques, de leurs partenaires européens. Si en Grèce, ce n'était pas Samaras, c'est-à-dire la droite, mais Syriza qui gouvernerait, qui était au gouvernement, eh bien, ils ne parleraient pas le même ton. On ne serait pas en train de dire bon, bah, faites les efforts. Hollande a dit la même chose que Merkel hier. Ils n'ont pas dit deux choses différentes. Ce n'est pas Merkel toute seule. Et là, on ne serait pas en train de leur dire faites des efforts. On serait en train de dire mais vous êtes sûr que vous voulez annuler toute la dette vraiment parce que quand même nos banques, peut-être vous ne voulez pas leur en laisser un morceau, etc. Ils auraient changé d'un ton. Mais tant que c'est la droite, ils se disent allons-y, on peut y aller. Ou ce serait le PASOK grec de Papandréou, ce serait pareil. Donc il faut que nous, on arrive à expliquer que ce n'est pas une question de allemand, d'espagnol ou de je ne sais pas quoi, mais vraiment de contenu politique et d'idées politiques et de rapports de force social et économique.
Oui. Question, le traité est devant la cour de Karlsruhe qui doit rendre son avis bientôt, je ne sais pas exactement quand. Le 12 septembre. D'accord. Quelle est l'incidence sur le calendrier pour notre campagne? Quel est le risque de rejet en Allemagne? Et remarque qui n'a rien à voir, le Front National fait également campagne pour un référendum. Il faut qu'on sache expliquer auprès des gens quelle est la différence entre notre campagne et la leur. Deux bonnes questions. La première, c'est le 12 septembre, la Cour, l'équivalent du Conseil constitutionnel en Allemagne, doit se prononcer sur le traité. Et la deuxième, c'est le Front National fait aussi campagne pour un référendum et contre le traité. Comment on fait pour montrer que ce n'est pas la même chose que ce qu'on dit nous? Pour prendre dans l'ordre, le 12 septembre, il y a deux événements. Il y a celui dont tu as parlé. Franchement, on ne peut pas savoir ce que va décider la Cour allemande. C'est vrai que si elle disait que l'Allemagne ne peut pas signer le traité qu'elle a franchement poussé à imposer, on peut penser qu'on aurait marqué des points. Mais le 12 septembre, il y a un autre événement. Il y a des élections législatives anticipées aux Pays-Bas, qui ont aussi signé le traité. Et qui sont, pour l'instant, c'est les sondages, on sait ce que ça vaut, c'est le Parti socialiste des Pays-Bas, qui est un vrai parti socialiste. Il y a aussi un parti travailliste, qui est l'équivalent de notre PS, qui est donné en tête des sondages et qui lui dit « je ne ratifierai pas le traité ». Ils ont voté non en 2005. Je n'appliquerai pas la règle des 3% dès 2013 et je n'appliquerai pas la règle des 0,5. Et si vous m'infligez une amende, je ne paierai pas l'amende. En gros, c'est nous, quoi. Bon, après, il y a d'autres. C'est pas nous sur toutes les. Mais bon, sur cette question-là. D'ailleurs, ils siègent. Ils sont pas dans le parti de la gauche européenne, mais ils siègent dans le même groupe que les parlementaires du Front de gauche au Parlement européen. Donc, si le même jour, vous avez la Cour constitutionnelle allemande qui dit l'Allemagne ne peut pas participer, ou en tout cas pas tout de suite, au dispositif européen. En fait, il y a deux choses. Il y a le mécanisme et puis il y a le traité en question. Et que les Pays-Bas, c'est nos camarades qui l'emportent, bon, bah, c'est vrai que vous avez deux pays membres fondateurs, deux pays qui ont été parmi les plus violents dans la volonté d'austérité jusqu'à maintenant, qui sont soit coincés, soit qui changent de bord. Bah là, il y a une faille dans laquelle on s'engouffre, et c'est vrai que ce serait quand même particulièrement ballot que le Parlement français vienne juste de voter le traité 2 jours avant. On pourrait au moins attendre, on peut aussi essayer de gagner du temps comme ça. Monsieur Hollande, peut-être que ce serait intelligent d'attendre de savoir ce que va dire la Cour constitutionnelle allemande avant de faire ratifier un traité qui va peut-être s'écrouler dans la minute où on l'aura signé. Enfin, ratifié. Non, c'est plus compliqué que ça, parce que politiquement, si l'Allemagne se retire des mécanismes européens, et économiquement, des mécanismes de garantie, etc., les mécanismes, ils s'écroulent. Déjà que là, ils ne suffisent pas à garantir l'effondrement de la dette espagnole. Si vous enlevez l'Allemagne comme garantie d'un côté, ça ne garantit même plus rien, quoi. Donc, mais c'est loin d'être sûr, c'est loin d'être fait. Mais pour l'instant, c'est pas fait, donc on fait comme si ça pouvait être vrai. Tous les arguments qui sont bons pour convaincre, on les prend. Puis si on parle de la Cour constitutionnelle allemande à quelqu'un sur un marché, c'est pas dit qu'on le garde longtemps avec nous. mais peut-être que ça va intéresser, je sais pas moi, des gens qui sont là et qui ont vécu en Allemagne ou qui s'intéressent à ça, etc. Il y avait la question du référendum. Je réponds sur le référendum, ça me permet de finir mon papier, puis comme ça on peut discuter après. Peine. Donc effectivement, nous, on réclame. D'abord, on est contre le traité. Et ensuite, ou en même temps, on veut un référendum. Les deux vont ensemble. C'est pas on veut un référendum et puis faites-le, puis on verra ce qu'on votera. Non. On veut un référendum parce qu'on est contre. Franchement, sinon, si on était pour, oui, le Parlement, très bien, on y va. Mais on veut aussi un référendum parce que c'est légitime. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une limitation de la souveraineté du pays, et donc du peuple français, ce traité. Ensuite, parce que François Hollande ne tient pas sa promesse. Il avait dit qu'il renégocierait, il nous propose un autre traité. Et enfin, parce qu'à chaque fois qu'il y a une grande étape de l'intégration européenne, comme ils disent, Maastricht, le traité constitutionnel européen, parfois, souvent, on fait un référendum pour montrer, et même Jean-Marc Ayrault en 2008 avait demandé un référendum après avoir fait les magouilles que vous savez, mais ils avaient au moins demandé. François Mitterrand a fait un référendum sur l'Europe, Jacques Chirac a fait un référendum sur l'Europe,
Nicolas Sarkozy n'en a pas fait, bah François Hollande peut choisir avec lequel il veut être. Moi, voilà, alors camarade socialiste, tu préfères être avec Sarkozy qu'avec Mitterrand. On peut penser ce qu'on veut de Mitterrand, moi j'étais pas né, donc... Enfin, en tout cas pas au début. Donc débrouillez-vous entre vous. Mais voilà, on peut leur dire ça aux socialistes aussi. Quoi? Votre modèle européen, c'est Sarkozy. C'est ça. On a battu Sarkozy pour faire du Sarkozy en matière européenne. Franchement, amis, ça marche pas. Et ça, il y a beaucoup d'électeurs socialistes qui peuvent l'entendre. Parce que Merkozy, c'est pas Mercolande. Enfin, c'est en train de le devenir, mais... Donc, voilà. Et ce référendum, non seulement on le veut, mais c'est possible. C'est pas, on ne réclame pas un truc qui n'existe pas. C'est prévu, article 11 de la Constitution française. Le président de la République peut soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, blablabla, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Voilà. On peut, la Constitution prévoit, et le Parti socialiste est le seul à décider. Il n'a pas besoin de marchander quoi que ce soit avec qui que ce soit pour décider d'un référendum. Il suffit que le Premier ministre arrive, voir le Président de la République, dise « Monsieur le Président de la République, je vous propose un référendum ». Et le Président dit « Oui, c'est très bien, je vais faire un référendum ». Il faut 2 personnes, Jean-Marc Ayrault, François Hollande. Comme ils se mettent d'accord assez souvent, en fait, il en faut un des 2. Voilà. Donc, il faut aussi expliquer. Ce qu'on veut, c'est des choses qui existent, qui sont prévues par la Constitution. On ne réclame que ce que la Constitution prévoit que le peuple a le droit de faire. Et d'ailleurs, c'est encore plus terrible que ça. Parce que c'est dans cet article-là qu'il y a le référendum d'initiative minoritaire qui est prévu par la Constitution et dont Sarkozy n'a pas fait voter les lois organiques qui permettent qu'on fasse un référendum d'initiative minoritaire. Sur cet article-là. Donc si Hollande ne veut pas convoquer lui-même le référendum, il fait voter la loi organique, et nous, on va chercher les signatures qu'il faut pour faire le référendum. Comme ça, il n'a même pas à assumer le fait que c'est lui qui a décidé, qu'il a pris une initiative ou quoi que ce soit. On veut bien s'en charger, si c'est juste ça qu'il nous demande. Mais pour ça, il faut au moins qu'il fasse voter les lois organiques. Sauf qu'il le veut très fort, ce traité. Oui. Voilà. Il ne va pas nous donner... Non mais, je suis d'accord. Ils ne vont pas nous donner. Mais de toute façon, ils ne nous donneront rien. Ils ne nous ont jamais rien donné et ils ne nous donneront rien. Tout ce qu'ils ont pu nous prendre, même, ils nous l'ont pris. Ils ne nous donneront que ce que, 1, on les obligera à nous donner, et 2, d'accord, il y a un gouvernement, il y a François Hollande. Mais les gens qui ont voté pour lui, ils ont voté engagement numéro 11, je renégocierai le traité. Et ça, quand vous discutez avec des socialistes, ils sont des militants socialistes ou des électeurs socialistes, ils sont mal à l'aise. Ah ouais, c'est vrai, mais quand même, tu comprends, on ne pouvait pas, etc. Eh ben non, on y va. Non, on ne comprend pas. T'as une possibilité d'en sortir. De dire, ça marche... Enfin, j'ai pas réussi à obtenir la négociation que je voulais, je m'en remets au peuple. C'est quelque chose... Ça paraît extravagant. Mais c'est quand même le fondement de la démocratie, quoi. Quand je n'ai pas le pouvoir de faire ce pourquoi j'ai été élu, bah, je demande, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête ? On peut, en fait, le référendum d'initiative minoritaire, il est prévu dans la Constitution qu'il est possible de faire un référendum d'initiative minoritaire. Mais les modalités pour le faire sont renvoyées au vote d'une loi organique qui n'est pas la même que celle de la règle d'or. C'est 2 choses différentes. Hein. Et celles-là n'ont jamais été proposées par Sarkozy. Et nous, je crois qu'on a déposé une proposition de loi pour proposer des modalités en disant bah, c'est dans la Constitution, on applique la Constitution. Au moins, on prévoit qu'elle peut s'appliquer. Quand même un monde à l'envers. On est soi-disant dans un État démocratique, on a une Constitution, et on n'a même pas les modalités qui font que la Constitution peut s'appliquer. Enfin, il faut aussi faire prendre conscience En gros, notre Constitution ne peut pas s'appliquer. Voilà. Vous êtes d'accord pour vivre dans un État où la Constitution ne s'applique pas. Après, vous dites Chavez, tout ça, les coups d'État, machin, la dictature, etc. Notre Constitution ne peut pas s'appliquer. Le Conseil constitutionnel ne peut pas être alerté. Non. Là-dessus, non. Non. Le Conseil constitutionnel, il est dans sa tour d'ivoire et il n'est pas là pour ça.
Ça l'arrange bien, et d'ailleurs, ça nous arrange pas mais bon. Bon, donc tu disais sur le Front National, ils font campagne. Eux, ils font campagne sous l'angle, nous, Français, il y en a ras-le-bol de payer pour les Grecs. C'est ça leur axe. Les Grecs, les Espagnols, etc. Nous, il faut qu'on explique, c'est pas ça. La question, c'est pas payer pour les Grecs. Parce que si les Grecs s'écroulent, les banques grecques s'écroulent, les premières banques qui sont concernées, c'est les banques françaises dans lesquelles vous avez vos économies. Ça veut dire qu'on se bat pour défendre les banques? Non. Parce qu'on peut aussi reprendre le contrôle des banques françaises. Oui, mais attention à l'argumentation première. Hein. Non, on ne se bat pas pour défendre les banques, pour défendre vos économies. Repréciser quand même, les dettes grecques, etc., ne sont pas dues à l'État, les dettes sont dues aux banques privées. Oui. Donc on ne doit rien du tout. Et puis à ceux qui ne payent pas d'impôts. Non, mais... Non. Donc ça, premier élément, on ne paye pas pour les Grecs. D'ailleurs, les pauvres Grecs, on pourrait faire autre chose pour eux que ce qu'on fait. Maintenant, c'est vrai que c'est le débat qu'on a eu avec le FN depuis 2005, c'était déjà ça. C'est tous les trucs sur les rouges-bruns et tout ce que vous voulez. Dès qu'il y a une méchanceté, une insulte à passer, on a le droit à Le Pen, Mélenchon, etc. Donc, on va y avoir droit. C'est pas une question, et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en distinguer? Bah, faire notre campagne de gauche contre l'austérité, pour la relance de l'activité, pour la solidarité internationale, avec des mots d'ordre, des messages, pour la souveraineté populaire, et puis expliquer que non, enfin maintenant les gens qui croient qu'on est comme le Front National, franchement ils ont raté un épisode. Hein. On peut leur expliquer, ou ils sont de mauvaise foi. Il manque quand même une conclusion, parce que je pense que autant on a les arguments, c'est pas simple à faire penser, parce qu'on a une opinion qui est complètement conditionnée, et qui considère aujourd'hui que de toute façon, tout ce qui se fait, c'est pour faire en sorte que la finance ait les mains libres pour gérer l'Europe. Et que finalement, plus on va, moins les politiques, moins les représentants ont un pouvoir pour faire quoi que ce soit. Bref, voilà l'état de l'opinion. Et donc, la question, à mon point de vue, de se battre contre le traité pour un référendum et compagnie, tout ça, on peut se battre, on peut dire et expliquer les raisons. Mais il faudrait qu'on propose aussi, en finalité de ça, quelle est notre solution politique pour l'Europe. Et ça, à mon point de vue, l'argument manque un peu, en finalité. Alors, je suis d'accord, hein. L'atelier n'était pas sur notre stratégie pour l'Europe. Mais tu as raison, il faut qu'on aille plus loin. Qu'est-ce que vous proposez pour l'Europe? D'abord, que la Banque centrale prête directement aux États. C'est dans le texte du Main d'abord, et c'est dans les résolutions du parti de gauche sur l'euro. J'ai dit la Banque centrale. La résolution du parti de gauche, c'est Banque centrale. C'est la Banque centrale européenne. Si on arrive à faire en sorte que nos partenaires l'acceptent, et sinon, on se réserve le droit, un gouvernement de front de gauche se réserverait le droit de mobiliser la Banque centrale nationale pour créer la situation de crise et de rapport de force nécessaire pour faire évoluer la situation. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'idée d'arrêter la concurrence déloyale en Europe et entre l'Europe et l'extérieur et le reste du monde, avec ce qu'on appelle les visas socio-écologiques aux frontières, la taxe kilométrique, etc. Et après, le dernier élément, c'est de repenser le fait que l'Union européenne ne peut pas continuer à fonctionner avec des institutions qui sont élues par personne, contrôlées par personne, à part par 3 banquiers et 10 000 lobbyistes à Bruxelles. Donc comment, concrètement, sous quelle forme, ça c'est encore à discuter. Mais déjà, le principe même de la souveraineté populaire comme fondement de toute décision démocratique légitime en France et à l'échelle européenne, c'est aussi une question qu'on peut mettre en avant. Je ne fais pas plus long parce que ce n'est pas le thème central de l'atelier, il y a d'autres lieux pour en discuter. Et bon, j'aimerais autant qu'on ait la discussion sur le traité, sur l'Europe, mais aussi sur... c'est un peu compliqué là, vu que vous avez que eu des morceaux de photocopie, mais sur la manière dont vous pensez qu'on peut faire campagne contre ce traité. Avec quels outils? Il y a des tracts qui vont sortir, il y a des affiches, il y a des autocollants. Il y a ce document qui a vocation à être plutôt quelque chose qu'on lit tranquillement, au calme ou à quelques-uns. Il y a Daniel Simonet qui prépare des topos citoyens à crier avec un paperboard sur un marché ou dans la rue, pour le coup beaucoup plus court, festif, dynamique, etc.
Donc, voilà, comment on fait campagne, avec quels outils, comment on fait connaître sans être embêtant, mais en étant quand même précis et exigeant. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir. Georges ? Ouais, mais sur l'argumentation, je rebondis sur le camarade qui a parlé du fait en disant naïvement, mais en fait c'est pas naïf, si on pouvait taxer les riches et la finance. Évidemment que dans l'absolu c'est faisable, mais c'est pratiquement absolument pas faisable. Mais là, la question est extrêmement intéressante parce qu'il y a déjà des socialistes qui, en prévision de la campagne, s'accrochent à ça en disant mais en fait on pourrait taxer les riches. En fait on peut pas, la chose est très bien faite, c'est une toile d'araignée tissée comme vous savez tous depuis les années 80. Tout est dérégulé, ce qui fait que concrètement taxer les riches ou la finance c'est impossible. Les capitaux peuvent se déplacer comme ils veulent, c'est un argument réel, maintenant ils peuvent les sortir. Par contre les citoyens comme nous, on est coincés sur un territoire, on peut augmenter la TVA, la CSG, donc c'est de toute façon ça qui sera taxé, c'est un argument non recevable si un socialiste nous le sort sur les marchés. Voilà. Moi je m'inscris en faux. Moi j'aimerais bien parler. Juste un argument. On est maître du taux de l'impôt sur la fortune. Oui. Oui ou non? Oui. On est maître du taux de l'impôt sur les successions. Oui ou non? On est capable de mettre en place une taxe sur les transactions financières. Je te jure que si tu colles 1% de taxe sur tous les mouvements, sur les mouvements boursiers, les mouvements des devises, etc., là tu taxes d'entrée le capital et tu récupères un paquet de pognon. Je comprends qu'il reste encore des attitudes d'action, mais si un gouvernement socialiste ou de droite devait taxer pour renflouer les caisses de l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Se compliquer la vie à lutter contre les gens qui ont énormément de pouvoir pour réussir à taxer 0,5 ou 1%? Ou bam, badaboum, avec un système automatisé, d'augmenter la TVA à 3 ou 4%, qui immédiatement ramène quelques dizaines de milliards. Dites pas qu'on ne peut pas, dites que les socialistes ne veulent pas. La question, voilà. C'est ça. Le peut a deux dimensions. Il y a on ne peut pas, c'est interdit, et il y a on ne peut pas au sens où on n'a pas la capacité politique de l'imposer à ceux qu'on est censé diriger. Ce que voulait dire, je pense, le camarade Georges, c'est François Hollande n'a pas la capacité politique d'imposer aux riches la taxation. Et il n'en a pas la volonté. Mais il n'en a pas non plus la capacité politique dans la ligne qui est la sienne actuelle. Là, et Maxime, là-bas, et... Alors, moi, ce qui me perturbe complètement, c'est que je suis venue ici en tant que militante pour travailler sur le traité européen, pour voir effectivement ce que je vais pouvoir travailler. Et alors là, pour le coup, essayer de convaincre les citoyens, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Je ne me mets pas du tout dans la tête du Hollande, ni des commissions européennes, etc. Parce que j'y suis pas. Parce que de toute façon, leur logique ne me convient pas sur les valeurs fondamentales qui font que je suis au parti de gauche. Et alors, ce qui me tue, c'est qu'on est tous en train de chercher de l'argent, alors qu'on ne se pose pas la question du déficit. Et que le grand argument de ces histoires de traités européens et tout, c'est si la France sort de l'Europe, on n'aura plus les sous, on va se casser la figure, c'est pas possible, etc., etc. Non mais bon, ce qu'on entend, nous, quand on va discuter avec les gens, c'est ça qui compte, parce que c'est bien avec les gens qu'on travaille, et c'est avec eux, si le mouvement de fond, et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Il y a pas, on l'a vu, il n'y a pas de... C'est même pas le Conseil constitutionnel, c'est rien de tout ça. Il n'y a plus que la rue, en gros. Alors il faut pouvoir parler de tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que dans nos têtes, on fonctionne encore en se disant le déficit, nanani, nanana. Mais on en a parlé ce matin, qu'on se repose la question, la dette de qui? Parce que le problème, c'est que les citoyens se sentent coupables d'être en déficit, et tout ça, et ça fait du FN à cause... Pourquoi ça fait du FN dans la rue? Pourquoi ça fait du FN? Parce que c'est à cause des étrangers, c'est à cause de ci, c'est à cause des minima sociaux, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on raisonne, nous déjà, en ayant des... Je veux dire, en prenant bien par le bon bout, à savoir, on n'est pas endettés. Nous, les citoyens, on n'est pas endettés. Non. Parce que sinon, on nous fait avaler n'importe quoi. Et on leur fait avaler n'importe quoi. J'ai dit. Mais là où... Pour rebondir dans ton sens, cette question du traité qui arrive, qui est là, qui est dans le débat politique, qui en plus crée des débats au-delà de... Vous avez vu chez les Verts, ou... Je suis d'accord, c'est des petites minorités de gens. Mais c'est quand même des gens.
Les électeurs de François Hollande, ils sont quand même 18 millions au deuxième tour. Donc on ne peut pas dire votre logique ne nous va pas. Il faut expliquer pourquoi, comment, etc. Mais là où tu as raison, c'est que le traité en lui-même, franchement, c'est un élément pour parler de l'austérité, de la dette, de la crise, etc. en général. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Et par exemple, une des mesures, vous avez peut-être chez vous des collectifs pour l'audit citoyen de la dette, qui se sont créés avec Attac ou le PG et d'autres. Globalement, tous ceux qui sont là-dedans sont contre le traité. Et avec l'argumentaire de c'est un traité pour nous faire payer la dette que les autres ont contractée et qu'on veut nous imposer. Ben, c'est aussi un cadre dans lequel il faut aller dire, bon les copains, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Est-ce que le collectif... Vous l'avez fait, j'imagine. Bah, vous êtes plus rapide que moi, parce que dans mon comité, on ne l'a pas encore fait, parce qu'on était fatigué et qu'on s'est reposé un peu. Mais on va le faire. Mais voilà, c'est aussi des cadres où on peut lier les questions, ouvrir. Après, certains voudront, d'autres ne voudront pas. Voilà. Mais c'est une question qu'il faut lier, évidemment. Il ne faut pas prendre le traité. Si c'est l'impression que donnait ma présentation, c'est une erreur. Mais l'idée, c'est de se servir de ce document, du débat qui va être autour, pour expliquer pourquoi c'est mal. Pourquoi ça aggrave la crise, pourquoi ça méprise les droits du peuple, etc. Et pourquoi c'est pour faire, au final, profiter à une poignée de financiers très riches, de grandes banques et de grandes entreprises. Il me semble qu'en 2005, il y avait un truc qui avait très bien marché, c'était un prof d'économie, un truc comme ça, Chouard, je crois, qui avait fait un blog qui avait marché au-delà de toute l'espérance. Je pense que ça aussi c'est pas mal, que les initiatives privées, individuelles, des fois ça marche sur le principe du bouche à oreille. Et donc, le corollaire de la remarque, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement regarder par rapport à 2005 ce qui peut être encore transposable dans les moyens qu'on a de lutter contre ce truc-là? Et deuxièmement, est-ce qu'on a une idée de l'argumentaire des partis favorables à ce traité, de manière à pouvoir bâtir un contre-argumentaire? Alors, que ce soit le blog ou que ce soit les commandos ou que ce soit les... Voilà, l'idée c'est ça. C'est faites ce que vous voulez pour qu'on parle du traité. N'importe quoi, enfin... De la politique, mais... je sais pas, moi, vous avez une famille grecque qui est arrivée qui est venu vous voir parce que... ou un étudiant espagnol qui est parti d'Espagne parce qu'il trouvait pas de boulot, bah, une soirée témoignage, rencontre, je sais pas quoi... Il y a ça pour les gens qui veulent vraiment lire, apprendre, qui ne s'adressent pas à tout le monde, mais pourquoi pas, l'idée, l'objectif, c'est quand même qu'à la fin, ça s'adresse à tout le monde parce qu'on est là pour aider chacun aussi à s'approprier par lui-même. L'idée, c'est pas de faire ce que j'ai fait. Là, j'ai été obligé parce qu'il y a trop de monde et qu'on ne pouvait pas faire l'atelier de lecture dans son coin. Je n'avais pas le matériel pour ça. Mais vous pouvez faire ça, vous vous mettez par 5-6 autour d'une table avec le texte, on va vous envoyer, il va être sur le site, le support. Vous pouvez même le retravailler après chez vous, rajouter des choses, en enlever d'autres, comme vous voulez, et discuter comme ça. Dans la rue, après, ce sera peut-être plus Maxime ou Danette qui auront des choses plus courtes, plus dynamiques, etc. Après, il y a des gens qui sont des pros des blogs, qui écrivent des tonnes et des tonnes de choses, ou qui savent mettre en réseau qu'il faut faire ça. Il y en a, c'est je vais coller des affiches nuit et jour. Des affiches, il y en a plein, ils vous en donneront, il n'y a pas de problème. Bon voilà, donc l'idée, c'est un outil dans une campagne plus vaste. Le problème, c'est quand même qu'en 2005, il y avait un objectif précis, qui était de mettre un bulletin non dans une urne. Ben voilà. Il y avait en 2005, il y avait l'objectif du référendum. Donc on pouvait faire une campagne en disant aux gens, tel jour, vous allez voter, il faut prendre tel bulletin. C'est sûr que ça aide pour mobiliser. On est d'accord. Non mais... Mais d'abord, le référendum, il n'a pas été décidé tout de suite. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu le référendum. Mais tous les gens qui étaient là, ils ne sont pas venus juste parce qu'il y avait un référendum. Ils sont venus parce qu'ils avaient envie de parler de l'Europe, du libéralisme, etc. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. On va ne pas dire non plus, si vous êtes contre le traité, votez aux élections européennes en 2014. Il y a l'exemple de la Poste. Parce que c'est... Bon, la Poste, on a fait... au moins, peut-être qu'on ne va pas gagner cette bataille, mais déjà, on va la mener. Et puis, on verra jusqu'où elle va. On ne sait pas.
si les Verts disent bah, nous on est contre, que Hollande dit bah, si c'est ça, vous sortez du gouvernement. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être que ce sera non mais on est contre, mais on va voter pour. Bon. Mais si nous, on ne fait pas le travail d'expliquer, il y a des gens, sur l'Europe, on ne part pas de zéro. C'est ça aussi. D'accord, c'est dur, il n'y a pas le référendum, mais on ne part pas de zéro. Dans la gauche, c'est quand même nous qui sommes majoritaires sur l'Europe depuis 2005. Les gens, la majorité des gens de gauche, ils ont voté non en 2005. Donc quand on va leur expliquer, tu vois, là, c'est encore pire que 2005. Ah bon, mais moi j'avais déjà voté non en 2005. Et donc là, tu me dis que c'est encore pire. Mais pourtant, Hollande, il avait dit le changement, tout ça. Bon, bah, il faut convaincre. Peut-être que ça ne va pas empêcher le traité de s'appliquer, mais on va convaincre des gens. On peut proposer des débats aussi. Proposer un débat. Les socialistes, ils vous diront non, on ne débat pas de ça. Mais je suis sûr que vous trouverez un UMP qui a envie de taper sur le socialiste et qui veut bien faire un débat avec le Front de gauche sur la règle d'or budgétaire. Et puis lui, il va venir nous dire les socialistes sont très bien, ils font notre traité et tout, et nous, on va leur rentrer dedans. Nous, pour les législatives, ça a marché. Hein. La socialiste, elle n'a pas voulu débattre. Le candidat UMP, il est venu. Hein. Il a fait le débat. Vous invitez la presse régionale, machin, la presse du coin, une photo. Bon, c'est ça. C'est des petites choses. C'est un débat. J'ai bien compris l'idée. J'ai bien compris l'idée que tu présentes. Je trouve que c'est une excellente idée, qu'on a peu de temps, etc. pour en parler, mobiliser, montrer qu'on... Mais je trouve que l'idée de Denis, enfin la question de Denis, elle est quand même pertinente. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir au niveau national de quelque chose qu'on pourrait faire, des signatures, je ne sais pas, demander aux gens qu'ils envoient un mail, envoyer des mails, on a fait pour le député. Au niveau des députés, on a fait bouger des choses. Bon, je ne sais pas plus qu'on député. Mais bon, donc trouver une action qui nous mobiliserait au niveau national et sur chacun de nos points, on pourrait faire. Mais une pétition existe déjà, elle est lancée. Je vais la rappeler peut-être alors. Il y a la pétition aussi par les marques. Oui, effectivement, tu as raison. Il y a plein de choses. Il y a une pétition lancée par Attac, il y a une pétition lancée par l'Humanité, il y a des documents sur le site d'Attac. Si vous avez besoin d'éléments aussi pour argumenter, vous en avez sur le blog de Jean-Luc Mélenchon, il y aura des choses sur le parti, etc. C'est vrai qu'il faut avoir aussi des moments nationaux de cette campagne. Bon, déjà, on en a un. Du 14 au 16 septembre, la fête de l'Humanité, tout le monde est contre, et le traité est censé être présenté en Conseil des ministres la semaine suivante. Donc ça nous donne déjà là 3 jours où on peut faire une campagne nationale avec un émetteur fort, puissant, etc. Mais c'est vrai que quelque chose qui après sur place permet aux camarades d'aller faire signer une pétition ou d'engager la discussion. Il faut aussi trouver, je note, c'est pas moi qui coordonne la campagne contre le traité, mais si je trouve le camarade qui s'en occupe, je lui ferai remonter. Par contre, pour ce qui est la partie argumentaire, oui, nous, on va travailler. Donc, ce que tu disais, je reviens à la question, sur le contre-argumentaire. Quels sont les arguments de ceux qui défendent le traité? Et comment on leur répond? Pour balayer large. Premièrement, ils disent, on n'a pas le choix, la dette, c'est mal, c'est les générations futures, tout ce que vous avez entendu. Voilà. Ça, là, on a déjà des argumentaires que vous avez entendus sur la durée réelle de la dette, 7 ans, 31 jours, sur le fait que s'endetter pour payer des écoles qui profiteront aux générations futures, c'est tout à fait normal, et que cette dette, c'est quand même en grande partie celle des cadeaux fiscaux faits aux plus riches, aux grandes entreprises, et celle de la crise des banques de 2008, et que cette partie-là de la dette, il faut regarder ce qu'il y a dedans, ça s'appelle l'audit, et il faut en annuler au moins une bonne partie, sinon la totalité. C'est ça la première partie. Deuxième argument, et là c'est frappant, Fillon et Ayrault ont utilisé quasiment mot pour mot la même phrase quand ils étaient Premier ministre, chacun à leur tour. Fillon, c'était au mois de septembre, et Ayrault, c'était dans sa déclaration de politique générale. C'est la dette, nous devons sortir de l'endettement pour assurer la souveraineté de la France. Bon, d'abord, la souveraineté de la France, c'est la souveraineté de son peuple, rien d'autre. Donc, la souveraineté de son peuple, c'est le référendum, premier élément. Deuxième élément, la souveraineté par rapport à qui? Au marché financier, vous avez compris ça. Mais très bien, nous voulons assurer l'indépendance de la France et de son peuple à l'égard des marchés financiers que la Banque centrale prête. Ah non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Donc vous ne voulez pas vraiment l'indépendance. Donc vous nous racontez des salades. Déconstruisons aussi le discours comme ça. C'est les deux principaux arguments. Il y en a sûrement d'autres.
Après, vous aurez ce qui n'est pas des arguments, c'est l'Europe, c'est la paix, voilà. Et après, il y a le troisième argument qui est, une fois qu'on a vécu au-dessus de nos moyens, et une fois qu'on aura bien purgé, vous verrez, ça ira mieux. Bon. Voilà, il faut faire des efforts, et puis après, vous verrez, ça va être génial. Bon, déjà, ça, on a les arguments sur ça marche pas. Là, maintenant, aujourd'hui, la Grèce, l'Espagne, tout ça. Et puis, on peut rappeler la crise de 29. Parce qu'ils nous font, la crise de 29, c'est devenu la Deuxième Guerre mondiale à cause du protectionnisme. C'est ça, le discours. C'est pas vrai du tout. La crise de 29, c'est devenu la catastrophe de 33, 34, etc. Parce que justement, ils ont fait exactement ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est-à-dire des politiques d'austérité qui visaient à faire la monnaie forte, le franc fort, etc. Il s'appelait Daladier, et si vous lui trouvez des points de ressemblance avec François Hollande, c'est pas que involontaire. C'était la même logique, elle était déjà à l'œuvre. Alors on va essayer de trouver des chiffres, d'expliquer, nous c'est notre boulot. Non, c'est pas notre boulot, c'est ce qu'on fait comme militants. Mais le pôle argumentaire va essayer effectivement de produire quelque chose. Alors, sous quelle forme ce sera? Un argumentaire du parti, vous le retrouverez peut-être je sais pas où, dans une lettre de blog ou dans une circulaire, mais on va essayer de travailler à ça. J'ai bien noté, c'est vrai que c'est... Peut-être piocher dans des citations d'hommes politiques de ces contextes-là, ça peut être efficace aussi. Oui, c'est un peu plus compliqué à retrouver, mais s'il y a des profs d'histoire qui connaissent bien la période aussi, ils peuvent aider. Hein. Il y a un petit document qui circule là, vous avez, oui, je veux bien, qui est le document, j'en profite pour faire un peu de pub, pôle bataille idéologique avec les différents secteurs, où vous avez le secteur formation, le secteur médias, etc. Et vous avez le secteur études et arguments, avec une adresse en bas à laquelle vous pouvez envoyer des choses. Bien sûr, l'adresse, elle est relevée, mais elle est déjà noyée sous des dizaines et des dizaines de mails. Donc, quand on envoie quelque chose, c'est mieux si c'est bien, essayer de le faire le plus proprement possible et avec quelque chose qui est vraiment percutant. Et pas de le noyer sous 150 pages, parce que sinon, malheureusement, les camarades ont on a du mal à le lire. Mais voilà, et s'il y a, je le dis, dans vos comités, des gens qui connaissent très bien la période des années 30 et qui veulent bien montrer en quoi la période des années 30 et la période de maintenant sur la question de la dette, de l'austérité et de la politique monétaire, il y a des parallèles, envoyez, ou des profs d'éco, envoyez, parce que ça peut aider beaucoup. Hein. Je ne sais plus où on en est. Oui, j'avais dit la grande table là-bas, c'est ça. Hein. Je voudrais revenir sur une intervention qui a été faite tout à l'heure, qui me semble en fait être le point de départ de la situation dans laquelle on est, c'est l'AGCS. Hein, donc on en a parlé un petit peu, en son temps on a travaillé là-dessus, y compris les collectivités locales s'étaient constituées en collectivités hors AGCS, etc. C'est quand même avec les accords de Marrakech, donc de l'OMC et des commissions européennes, qu'est partie l'idée de tous les services au privé. Hein, et ensuite, les politiques libérales ont avancé vraiment au bulldozer pour en arriver à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors je crois que ce serait peut-être aussi intéressant dans nos argumentaires d'expliquer pourquoi on est dans la situation d'aujourd'hui. C'est bien justement parce qu'il y avait une volonté libérale absolue de s'approprier toutes les parts de marché possibles qui nous ont conduits dans l'état où on est là. Et ça, on y a travaillé un moment et après c'est passé complètement sous silence. Voilà, ça s'est délité un petit peu dans le temps. Et moi, franchement, je trouverais intéressant qu'on y revienne sans revenir aux années 30, c'est simplement les années 90. Et ça pourrait nous permettre de comprendre et de faire comprendre aux gens pourquoi on nous pousse comme ça vers les cliniques privées, parce que c'est aussi ça qui intéresse les gens sur le terrain, vers Academia, etc. Voilà. Le camarade qui est à la même table que... Oui. On parlait de débat tout à l'heure. Moi, je travaille à l'ENS de Lyon. J'ai envoyé en courant août un mail rapidement aux économistes atterrés, parce que je me suis aperçu qu'il y avait un prof à Grenoble, savoir s'il serait intéressé pour venir à Lyon. Il m'a dit oui tout de suite. Donc c'est pas très compliqué. Il y en a plein des économistes atterrés. Ils sont un peu partout en France. Et je pense qu'ils seraient ravis de faire ce genre d'intervention. Tout le monde a entendu, c'était se tourner vers les économistes atterrés pour animer, parce que vous avez les camarades du PG ou du Front de gauche,
mais ils ne pourront pas être partout, surtout si sur un mois tout le monde décide qu'il veut faire sa réunion dans son comité, ça va être compliqué pour eux. Par contre, vous avez les économistes atterrés, vous avez Attac, vous avez Copernic, vous pouvez prendre des syndicalistes aussi qui connaissent bien le dossier. Ça, effectivement... Je pense qu'il y a, avant de dire pourquoi on est contre, il faut qu'on obtienne le référendum. Et je pense qu'il faut, et c'est une bataille aussi qu'il ne faut pas oublier de mener, d'autant que je pense qu'on peut même convaincre plus large. Pour moi, il y a deux choses. Il y a le problème de transfert de souveraineté, c'est plus nous qui décidons, et deuxièmement, ceux qui ont voté Hollande ne lui ont pas donné le mandat d'accepter le traité tel qu'il est. Hollande a bien dit que voilà, il voulait renégocier le traité. Donc ça me paraît vraiment important voilà, d'abord en priorité de mettre en avant l'argument d'obtention de référendum. Là, pour l'instant, c'est pas du tout. On n'a pas gagné cette bataille. Non, on n'a pas gagné. C'est vrai que comme le temps est réduit, il faut mener les deux à la fois. On va essayer de faire le mieux. Hein. Après, c'est vrai que la forme est différente, etc. Mais on essaye de faire le mieux. Mais c'est vrai que là, entre ce week-end et la fête de l'UMA, je pense que les deux vont se mêler. C'est pas seulement le traité et ce qu'il contient, c'est la logique de l'austérité. Et cette logique, elle va, bien sûr, tant que le traité est discuté. Mais dès que le traité va être voté, on entre dans la discussion du budget. Et dans la discussion du budget, si vous avez lu les orientations que François Hollande a prévues, il va être en conformité avec ça. Donc réduction de dépenses publiques, suppression de postes de fonctionnaires dans la plupart des ministères, à part quelques-uns, etc., etc., etc. Donc nous, il faut qu'on fasse campagne pour le référendum, contre ce traité, mais plus globalement, c'est une pièce dans la campagne qu'on fait contre l'austérité depuis 2008 et jusqu'à temps qu'il faudra, quoi. Donc il faut que ça s'intègre là-dedans, c'est pas quelque chose qui est déconnecté. Sauf si quelqu'un a vraiment quelque chose de spécifique à rajouter, sinon comme il fait très chaud, je vous propose qu'on en reste là. Il y a d'autres ateliers. Simplement... Simplement, je vais faire un peu de publicité. Le pôle argumentaire dont j'ai l'honneur de faire partie, le pôle argumentaire qui a fait ce travail et qui essaye de fournir des arguments comme on peut, c'est des bénévoles, des militants pour la plupart, à part quelques-uns qui ont la chance de pouvoir, en étant collaborateurs des quelques élus qu'on a, donné plus de temps, ont écrit un petit bouquin sur les 100 premiers jours de François Hollande, dans lequel il est question de l'Europe au début, avec des détails, etc., que vous aurez aussi dans le document, et puis après de l'austérité et de plein d'autres sujets. C'est Bruno Le Prince, comme toujours, et c'est toujours le moins cher qu'on pouvait faire, et voilà. Si ça peut servir.